Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans la 7ème illusion. Aujourd'hui, je suis avec Skullkid et nous allons parler en rétro du film Speak No Evil de Christian Tafdrup. Tout d'abord, je vais vous raconter le synopsis du film. En vacances en Toscane, une famille danoise se lie d'amitié avec une famille néerlandaise qui, quelques mois plus tard, les invite à passer un week-end chez eux. Mais ce séjour idyllique où se rencontrent la discrétion et l'extraversion va virer au cauchemar. Le film est porté par 4 acteurs principaux, Morten Burian, Carina Smulders, Sitzel Siemkor et Freja Van Hoet. Tout d'abord, du coup, je vais t'interroger, Skullkid, sur qu'as-tu pensé du film et quel est ton rapport avec le cinéma d'horreur danois? Bonjour, ça c'est une question qu'on me pose pas tous les jours. Je connais pas des masses de cinéma d'horreur danois, j'avoue. Le cinéma danois, à part Lars von Trier forcément et Thomas Winterberg un peu, on connaît pas beaucoup. On connaît pas beaucoup hein, en France et à l'international. Et de même, ce fameux Oula, ce fameux Christian Tafdrup, dont c'est le troisième film de ce que j'ai vu, est un total inconnu en dehors du Danemark. Au Danemark, c'est un acteur qui a joué dans Borgen, notamment la série. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? En fait, c'est la deuxième fois que je le vois, pour cette rétro. Et j'étais complètement passé à côté la première fois que je l'ai vu. J'avais pas du tout compris. Enfin, j'avais pas du tout compris où le film voulait m'emmener. Et en fait, la deuxième fois était beaucoup plus agréable. Enfin, agréable autant qu'on puisse dire pour un film de ce genre qui est quand même bien désagréable à regarder. Mais j'ai beaucoup plus apprécié le film et je trouve qu'il réussit plutôt bien dans son domaine de l'horreur psychologique, car c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et toi, Joe, qu'en as-tu pensé? C'est un film que j'ai pu découvrir en salle cette année, présenté par son réalisateur, et c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve très sympathique à regarder sur ses rapports à la société, à son rapport à l'humain qui se perd et qui devient de plus en plus un sujet de cinéma d'horreur assez intéressant. C'est évidemment très lié à Lars von Trier et ça se veut proche du dogme, malheureusement trop limité par ses volontés extravagantes portant quasi sur la religion, qui malheureusement donne un côté plus intelligent qu'il ne l'est à ce film, même si on peut lui retrouver des aspects ostundiens et astoriens plutôt assez intéressants. Oui, en fait, c'est un film qui s'inscrit totalement dans la mode de ce que les Américains appellent l'elevated horror, qui est une appellation horrible, hein, qui est le pire terme de cinéma moderne avec les gay sequels. Et que voulais-je dire? Oui, ça essaye parfois de s'inscrire dans cette veine en faisant des plans fixes de transition avec des violons qui grincent en fond et une nature qui se veut menaçante. Parfois, on a l'impression qu'il force un peu. Puis pareil, la musique qui est au début et à la fin, là, qui est une espèce de chœur religieux avec des femmes, enfin oui, des femmes qui chantent. Ça, on aurait pu s'en passer, mais quand le film veut faire de l'horreur, de l'anxiété sociale et de l'horreur psychologique, vraiment au sens qu'on peut l'entendre habituellement, il est balèze. Mais tu parles de cœur de femme, évidemment, c'est une volonté lyrique qu'a les réalisateurs, mais c'est ici ce qui rompt un peu avec ce que veut le film. Un pur film sur le désaccord de l'être humain, sur cette relation qui se perd de plus en plus. Mais pour moi, justement, il se perd sur un aspect, c'est son approche de la lutte des classes. De ne lier l'horreur qu'à la classe quasi prolétaire, des rednecks quasiment, qui impactent cette bourgeoisie jusqu'à les faire sentir mal pour ne serait-ce qu'un rien. C'est évidemment terrifiant lorsqu'il approche des micro-détails, mais quand il en fait des caisses, on ne sait plus où le film se place politiquement. Oui, alors il y a ça, il y a le côté représentation des personnages, puisque le couple On peut spoiler? Alors du coup, on va ouvrir directement, désolé nos chers auditeurs, nous allons ouvrir maintenant une partie spoiler à 4 minutes 42. Alors, donc, le couple de Néerlandais qui sert d'antagoniste à ce film peut être vu comme un peu les méchants pauvres qui viennent apporter l'horreur dans un mode de vie
urbain bourgeois que représenteraient les Danois, mais en même temps, ils ne sont pas montrés vraiment comme des très pauvres, comme on peut le voir dans le cinéma de redneck américain. Ils vivent quand même dans une belle maison, ils vont au restaurant et même s'ils habitent à la campagne, ils n'ont pas je trouve, des traits qui se rapportent trop aux classes laborieuses. D'ailleurs, le personnage dit qu'il ne travaille pas, il fait croire qu'il est médecin et les gens le croient. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était le personnage de Bjorn, que je n'avais pas du tout remarqué à mon premier visionnage, et c'est entre autres pour ça que le film est totalement à côté. Ce personnage est un bourgeois, enfin, une classe moyenne supérieure, on va dire, qui se perd dans l'ennui de son mode de vie, qui, dès le début du film, voudrait se libérer de ce carcan. Et c'est cette volonté qui va le faire avoir confiance en le personnage de Patrick, qui est clairement un monstre, mais qui va jouer avec la limite pendant une bonne partie du film pour le faire accepter de plus en plus les tourments qu'il va lui infliger par la suite. Après, désolé, mais qu'est-ce qu'une vie bourgeoise contre crier à poil dans un jacuzzi avec de la bière? Bah oui, c'est ça. C'est ça qui cherche Bjorn. Il le dit dès le début. Dès le début, en fait, Bjorn est un personnage assez lâche socialement qui se conforme totalement à ce qu'on attend de lui. Dès le début, quand ils sont en Toscane et qui dit j'espère qu'on va pas parler avec cet autre couple que je trouve ennuyeux, et qui, le plan d'après, est évidemment en train de se faire ennuyer par ce même couple dont il parlait. Et tout du long, Bjorn va déprimer de vouloir en sortir, et c'est comme ça qu'il va se faire avoir par l'horreur que représente ce couple de psychopathes. Mais évidemment, c'est un jeu de coups de séduction assez intéressant. Voilà. C'est une impression que j'ai beaucoup actuellement, c'est le cinéma essaie de traiter une partie de la classe bourgeoise voulant se décaler vers une sorte de vérité selon elle qui est malheureusement une réalité fantasmée et plus triste pour d'autres personnes. Mais la manière dont est mise en scène cette relation avec cette famille irlandaise, j'ai l'impression que quasiment c'est du John Ford. C'est une représentation bien sûr fantasmée, voulue documenter d'une classe quasi inférieure. John Ford avec les Indiens, mais un monde complètement différent. En fait, je pense pas que le film ait des ambitions politiques très poussées. Je pense pas que Christian Travdrup ait lui-même pensé à représenter ces personnages comme représentants d'une catégorie sociale autre que la normalité et l'altérité. En fait, je pense que c'est surtout ça qui l'intéressait. C'est un choix qu'on peut trouver discutable et politique en soi, mais je pense pas que Christian Tavdrup avait des velléités de représenter les classes sociales au moment où il le faisait, en fait. Totalement une thématique actuelle. Est-ce que le cinéma non politique l'est? Par définition, oui, parce que toute œuvre est politique. Mais est-ce que cette volonté pour toi de vouloir créer un cinéma basé sur une seule thématique, pour toi, est-ce que ça l'augmente ou ça la diminue? Bah, c'est-à-dire que, en fait, je pense que Christian Tavdrup aurait pu penser au côté politique de ce qu'il faisait, ça en aurait sûrement fait un film meilleur, car plus complexe. Mais je pense que ce qu'il voulait faire, c'était vraiment montrer à quel point les humains sont déconnectés. D'ailleurs, tu m'en as parlé à la masterclass qu'il avait fait, off-screen, mais les êtres humains sont de plus en plus déconnectés, selon lui, et c'est un avis qu'on peut tous partager entre eux, et donc du coup, ils ne se comprennent plus, ils n'arrivent plus à s'accorder, et ils n'arrivent plus à chercher le contact. Et le seul contact que Patrick propose à ce couple de Danois, c'est en fait un piège pour prendre leur place, en quelque sorte, en volant leur fille et en prenant leur place, les faisant disparaître totalement. Ben, j'ai l'impression, de la manière dont tu le décris, d'en faire un autre parallèle avec le cinéma néo-burlesque de Ruben Östlund, qui est basé aussi sur tous ces jeux de fils sociaux qu'on tire pour faire descendre et monter d'autres personnes. Évidemment, avec Oui, bah, il doit y avoir. des séquences quasi comiques / angoissantes sur cette viande qu'on va servir à une végétarienne.
Oui, voilà. Alors, c'est probablement quelque chose qui se reflète. Moi, j'ai déjà entendu dire que les Scandinaves étaient des gens très portés sur le commérage, entre guillemets, la pression sociale est très forte en Scandinavie. Ce sont des trucs que je ne peux pas confirmer car je n'y suis jamais allé, je n'y ai jamais vécu. Mais c'est un truc qui se ressent dans les cinémas donc suédois, danois et norvégiens. Donc Östlund est suédois, je crois, et Tavdrup est danois. Totalement. Totalement, oui. Mais, c'est quelque chose qu'on peut aussi rapprocher à l'époque, quoi que ce terme veuille dire. C'est quelque chose qui a dans l'air du temps, particulièrement en Scandinavie, visiblement. Et de Östlund, je connais pas très bien. Je pense qu'Östlund a des volontés plus politiques parce qu'il représente des personnages qui sont vraiment représentants d'une certaine classe sociale dans son esprit. Je pense que ce que veut faire Tavdrup, c'est plus vraiment le rapport à l'altérité, à l'autre, qui est détérioré complètement. Pour les parties comiques, le comique et l'horreur, c'est un peu des genres cousins. Hein. L'horreur, c'est le comique quand tu ris plus, j'ai envie de dire. Quand tu vois certaines scènes d'horreur chez David Lynch, par exemple, qui pourraient être totalement traitées avec humour et qui, en fait, sont juste malaisantes. Mais c'est le même Et, genre. Mais l'horreur, c'est la comédie. Comme le dit Jordan Peele, la seule chose qui différencie les deux, c'est la musique. Oui, je suis pas loin d'être totalement d'accord avec Jordan Peele, en l'occurrence. Je connaissais pas cette citation. Mais oui, là, le fait que la musique soit ou des violons grinçants pendant les scènes de transition, ou des chœurs lyriques à la fin, ou pas de musique du tout pendant les scènes de micro-agression. Et il y en a beaucoup des scènes de micro-agression dans la première heure, c'est-à-dire à partir du moment où les personnages principaux arrivent aux Pays-Bas chez ce couple bizarre, où là, ils vont constamment lui faire franchir la ligne. Ils vont forcer Louise, qui est végétarienne, à manger de la viande. Ils vont faire croire qu'ils sont médecins alors que pas du tout. Ils vont les emmener dans un restaurant, ils vont leur couper la parole, mettre la musique trop fort. Et au fil en aiguille, ça commence comme ça. Et au fur et à mesure, ça finit par on dort tout nu avec votre fille, quoi. Et c'est là que le film est assez fort dans son approche de l'anxiété. Et qu'en penses-tu, toi, Joe? Je pense que, évidemment, je suis d'accord avec toi. Ah, Dans bah la parfait. gradation des Allez, on va micro-agressions jouer. et dans le fait que ça pourrait malheureusement être drôle, mais c'est très vite rattrapé par la vérité. Ah oui, c'est pas un film devant lequel on rit beaucoup, C'est du hein, c'est vrai. Midsommar quasiment, c'est une altérité Ouais. qui est quasi traditionnelle et qui exclut chaque personne qui veut s'y approcher. Et qui se tourne en film de quasi de zombies, j'ai envie de te dire, avec la tradition qui finit par les manger. Ouais, alors, de zombies, je sais pas, moi j'ai plus vu les personnages comme des espèces d'extraterrestres, enfin des altérités, en tout cas des monstres, qui prennent l'apparence d'humains pour prendre la place. C'est un peu ce qu'ils font à la fin. En fait, ils prennent des enfants de famille en prenant la place des parents, en leur tranchant la langue au passage. Hein, c'est un détail. Hein. Et non, je pense vraiment qu'ils représentent une sorte d'altérité, mais d'altérité cachée, qui est presque désirable au début, quand ils se font vraiment passer pour des humains, et qui se font passer pour une porte de sortie pour ce pauvre Bjorn, qui, comme je le disais, voudrait être comme Patrick avant de savoir qui est vraiment ce Patrick. Bah, c'est une théorie qui est belle, mais oui, à laquelle j'agrée un peu. Sur le fait de la quasi programmatique, du coup. Ils sont là Dramatique, pour c'est-à-dire. assouvir une mission qui recommencera tout le temps. Oui. Oui, et c'est vrai. Et d'ailleurs, on ne sait jamais vraiment leur motivation à ce couple. Et je pense que c'est très bien comme ça. Le fait qu'on ne sache pas pourquoi ils font ça. D'ailleurs, c'est une des répliques les plus importantes du film à la fin, quand Björn lui demande pourquoi vous faites ça, et Patrick lui répond parce que tu m'as laissé faire. Tout le film est résumé là-dedans. Mais on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne sait pas Donc on vraiment serait dans un pourquoi Funny Games à l'envers. Ouais, c'est ça, un Funny Games à l'envers, ça. Oui, c'est le C'est couple exactement qui ça. part chez C'est pas les un home bourgs. invasion, c'est le couple. Ouais, c'est le Bah couple oui, qui part. Ils partent d'eux-mêmes. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui, c'est un anti-home invasion, c'est un mais anti-Funny c'est un Games. ancien invasion. Si, par définition, c'est un home invasion. C'est eux qui vont quelque part d'autre. Oui, quelque part d'autre, mais c'est Ce cet serait un endroit home qui invitation. représente. Oui, voilà.
C'est un peu ça. D'ailleurs, le film s'appelle Invité en VO, en danois. Et Ne dis rien en français, j'ai jamais compris pourquoi. Bah, parce qu'il peut pas parler sur la langue. Oui, mais bon, enfin, je trouve Et que évidemment, ne ça dit veut rien, rien. parce que quand on est chez des invités, il ne faut rien dire, il faut les laisser faire. Ah ouais, ok. Je préfère le titre anglais, Speak No Evil, qui est plus parlant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la mère, donc Karen, qui est un autre personnage qui est un peu le moins développé des quatre, qui est la femme de Patrick et qui est sa complice, mais qui s'accapare la fille du couple danois au fur et à mesure, en se mettant à lui donner des ordres, en se mettant à vraiment prendre la place de la mère. Et c'est ce qu'elle finit par faire à la fin, et c'est ce qui est absolument terrifiant. D'ailleurs, je sais que quand on a des enfants, ce film est terrifiant, hein, c'est de ce que j'ai entendu dire. Ben, le réel l'a fait parce qu'il a eu une fille. Oui, voilà. Et qu'il a peur pour sa fille. Et ouais, c'est un film d'horreur dans le sens où il montre des trucs qui font peur universellement à tous les humains. Bah oui, surtout que sa fille a le même âge Oui, que la fille du film. oui, oui. Et ce qui lui arrive à la fille du film à la fin, c'est pas glop. Donc, moi j'aurais dit que Bjorn, c'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon des youtubeurs de droite un PNJ, et qui voudrait sortir de sa condition de PNJ, et c'est ce qui va causer sa perte. Voilà. Bjorn, en soi, oui, c'est une envie masculiniste quasiment, mais très vite rattrapé encore une fois. Oui, oui, très vite Bah, rattrapé. en soi, le film serait féministe. Si tu veux te libérer Oui, de ta condition d'homme et de l'assumer, tu te fais lapider. non, moi je dirais que c'est un film sur une tentative ratée d'émancipation. Donc les personnages principaux, les Danois, voudraient s'émanciper, enfin, pas au sens noble du terme, s'émanciper totalement, mais ils voudraient aller mieux, quoi. Et finalement, la seule porte de sortie qu'ils trouvent, en fait, c'est un piège. Et ils finissent lapidés, en effet. Ils finissent totalement dépossédés de leur identité, en fait, à la fin. C'est-à-dire, ils perdent leur fille, qui est remplacée par un autre couple de parents. Ensuite, on les met tout nus, on les met dans une carrière, on les lapide, on les enterre. Et vraiment, ils disparaissent. C'est, Patrick, du coup, moi, je dirais que c'est une sorte de parasite social que j'avais noté quand je regardais le film. J'avais noté parasite social, c'est quelqu'un qui vient te tenter. C'est une sorte de diable, un peu comme beaucoup de représentations du mal au cinéma. C'est quelqu'un qui vient te tenter, qui vient te faire croire qu'il va t'émanciper, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, de ce point de vue-là, le film pourrait être réac et dire si vous essayez de sortir de votre condition, voilà ce qui va vous arriver. Bon, ça peut se discuter. Pour moi, il l'est dans le sens où Patrick, c'est un serpent. Oui, voilà. C'est ce serpent qui t'invite dans un soi-disant jardin d'Éden et qui te retrouve entouré de pierres. Oui, voilà. Ça évoque C'est le vrai point de que. par la présence d'un monolithe, mais voilà. Et Ah, qui, c'est oui, la il y a un carrière. monolithe là où il l'emmène. Donc pour moi, c'est une représentation temporelle comme peut le faire Kubrick chez 2001. Et on parle même de plusieurs temps qui doivent être modifiés dans le film. Parce qu'il y a une séquence de danse qui est assez emblématique où justement il est question de changer le temps. Ah oui, avec le gamin qui fait de la danse country. Là. Oh, elle est horrible cette scène. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Ben oui, le Et, gamin il est un temps en retard et il est un temps d'avance après. et d'ailleurs, on parlait de Lars von Trier. Je trouve que la manière de représenter ce jardin d'Éden corrompu rappelle un peu la vision de la nature dans Antichrist. J'allais le Vraiment, dire. ouais, parce que dans Speak No Evil, c'est rangé, ça se passe dans une forêt, mais la forêt, c'est que des arbres morts qui sont immenses et tout noirs et qui vraiment sont oppressants. Donc c'est un côté nature terrifiante et pour un monde qui l'est tout autant. Par contre, oui, oui, des fois, il y a des effets de style, comme on disait au début, qui n'ont pas vraiment lieu d'être, dans le sens où ça essaye de faire peur aux. Ça essaye d'instaurer une ambiance et au début, ça marche pas toujours quand il y a des plans zénithaux, des plans larges avec ce cinémascope, enfin, ce format 2:39 qui essaye d'instaurer une ambiance. On sait déjà que c'est oppressant dès le début. Ça marche pas toujours. Et la fin est un peu trop longue, mais bon, ça c'est.
À partir du moment où on a la révélation finale, ça dure un peu trop longtemps, je trouve. On a compris Le film a un épilogue en trop, oui. Oui, un épilogue en trop. Après la lapidation de Bjorn et Louise, le film aurait dû s'arrêter là. Ouais, voilà. Sur ce tableau de lapidation, on aurait dû s'arrêter là. On a très bien compris où ça mène. Parce que moi, j'avoue que j'ai vraiment un problème avec les films qui font des boucles. Je trouve que c'est un cliché très récurrent, notamment dans le court-métrage, mais beaucoup de films voudraient montrer qu'ils font une boucle. Je pense à Vivarium de Lorcan Finnegan, qui est un film que je cliché n'ai au pas vu, mais de possible. Lorcan Finnegan, je n'ai vu que The Surfer, Ah, c'est bien ça? qui est un des meilleurs films de l'année s'il sort. Ok, bah je verrai si c'est amélioré. Et qui, pareil, hein, c'est assez proche de Speak No Evil pour le coup. Ah ouais? Bah, comme quoi. Mais je pense que c'est vraiment dans tout le côté. C'est pareil, c'est un film sur une d'horreur. altérité qui n'est pas sur quelqu'un qui veut juste changer de classe et qui ne va pas être accepté par la classe dans laquelle il veut aller. Ah aussi, du coup, j'ai revu le film pour l'occasion. Il y a beaucoup de trucs au revisionnage, beaucoup de références à ce qui va se passer, qui parsèment le film au début. Déjà, il y a littéralement un personnage qui dit « Allez-y, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Donc voilà. D'ailleurs, le côté tragique à outrance, genre le moment où la petite fille oublie son lapin, donc il faut retourner dans la maison, et en fait, le lapin... Et parce que c'est un running gag depuis le début, il oublie son lapin. Oui. Oui, je sais. Mais le fait que... il y a un côté accablement du destin qui fait qu'il se retrouve encore dans cette maison, alors que si elle avait retrouvé son lapin, si elle n'avait pas mis sous le siège, rien de tout ça ne serait arrivé. Ça, je trouve que c'est un peu de trop. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais vraiment, les relations entre les personnages, c'est surtout ça. En fait, le problème de ce film, ce pourquoi je ne l'avais pas compris au début, j'aime à me dire que c'est parce qu'il est très implicite. Tout est implicite dans ce film, rien n'est clairement expliqué. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Il dit pas, Bjorn ne dit pas, oh là là, j'en ai marre de ma condition. Enfin, il le dit, mais longtemps après le début du film. On le comprend bien assez tôt. Et donc, je devais pas être assez concentré la première fois que je l'ai vu. Ou alors, je m'attendais à autre chose, à un truc plus folk horror, train fantôme, qui explique pourquoi j'étais passé à côté la première fois. Un train fantôme, justement. Non, bah non, justement. C'est bien plus proche d'un GTB-FM que d'un train fantôme. Bah, du coup, on va pouvoir vous encourager à aller voir Speak No Evil sur vos plateformes de VOD. Le film est disponible en physique si vous voulez l'acheter. Les plus courageux iront voir le remake américain. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.